Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon épisode. C'est l'animateur El Thibault, puis je suis ici avec M. Clint Bruce, un originaire de la Louisiane qui habite maintenant la baie Sainte-Marie, un gars qui est pas mal creux dans la culture acadienne ou la francophonie en général. Comment ça va vous deux? Ben, moi, ça va bien, sauf que j'avais lavé des hardes ce matin. J'ai tout mis dehors, puis là, il a mouillé, la grosse Oh, coque. Fait que ça, c'est pas mon affaire préférée quand tu rentres, puis c'est tout partout sur le patio. Anyway, à part ça, ça va bien, puis je suis vraiment content de enfin être parmi le monde que tu accueilles sur ton podcast. Ça fait une couple d'années que je te suis, là, puis ça va bien, là, je pense, hein? ça va bien, puis veut dire moi, hey, du vraiment bon monde. J'aime d'avoir du bon monde sur mon podcast, pour sûr, du monde qui est passionné de la culture et tout ça. Puis, ouais, toi, tu as un podcast Acadiversité, va faire une petite plug pour toi, Acadiversité. Là. Comment ça avec le podcast là? Absolument, oui. Ça, c'est Euh, quoi que de sauf comprendre, c'est euh, lié avec l'Acadie Nord ici, n'est-ce pas? oui, ben, en fait, ça, c'est un des angles. Donc, comme tu le sais, c'est des documentaires. J'en ai plusieurs, vraiment comme 7 ou 8 que j'ai enregistrés. Il faut juste que je trouve le temps de faire le montage. J'en ai plein. Des affaires qu'on a enregistrées ici avec des conférences. J'étais en Louisiane l'automne dernier pour le Grand Réveil acadien. J'ai documenté comme avec mon microphone tous les jours. Ça, c'est un épisode qui va sortir. Ça fait que là, oui. Euh, mais l'épisode que je suis en train de terminer, euh, ça parle de l'historien, écrivain et magicien acadien Régis Brun. C'est en deux parties. C'est quelqu'un que j'ai connu quand je vivais à Moncton en 2003 et il est décédé depuis. Il est décédé en 2015, mais j'avais fait un enregistrement réel juste avec une cassette, comme vraiment les cassettes comme qu'on avait comme dans les années 90. Puis le son est pas bon. Je l'ai nettoyé. Et c'est ça que j'utilise avec Régis qui parle. En tout cas, donc il y a toutes sortes de sujets qu'on aborde. Puis j'en ai plusieurs épisodes que j'ai besoin de finir. Ça fait que merci pour le petit plug pour Acadiversité. Oui, ben, écoute, un épisode que tu as fait, c'était le jumelage de Augusta Capellet et puis un village en Louisiane, Broussard. Broussard en Louisiane. Ouais, j'ai vraiment aimé l'épisode là. Il y avait un personnage de Capellet, je pense, qui avait été à Broussard, en Louisiane. Je ne sais pas si c'était à Broussard. Et puis, tu as cité un merveilleux Cabès et faisait penser à sa propre famille, tu sais. Ça, il n'y a pas juste une personne, c'est arrivé à 2 personnes. Ça arrive à plusieurs personnes. Je continue d'entendre ces histoires-là. Euh, En tout cas, on peut en parler plus, mais oui, tu as raison. C'était un élément qui est revenu. En fait, j'avais fait des entrevues avec 2 personnes différentes qui m'ont un peu raconté la même expérience. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose là, quand même. Ouais, c'est ça, veut dire. euh, Ça, c'est quoi. Je le dis à tout le monde, depuis que je commence à faire de la recherche dans mon, tu sais, mon temps libre, tu sais, seulement pour le fun, et puis en faisant le podcast, je suis si émerveillé, malgré nos, pas malgré, devrais dire, mais euh, on a certainement des différences, des différentes nationalités, des différentes parties du monde, mais il y a si tant des similarités aussi. C'est incroyable. Ben, tu l'as dit, à, à peu près avec les mêmes observations que des spécialistes des cultures en diaspora, en fait, des peuples en diaspora. Euh, Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une séparation. Donc, dans notre cas, dans les cas de l'Acadie, c'est le grand dérangement. Mais ce n'est pas juste le grand dérangement. Il y a d'autres moments de séparation, de dispersion du peuple acadien. On pourra en reparler. Et puis, il y a des éléments qui restent de continuité. Et puis, en même temps, dans les nouveaux contextes, bah, il y a d'autres influences qui sont absorbées par ces populations-là. Ça fait que quand il y a des retrouvailles, on peut à la fois remarquer les similarités et aussi les différences. C'est ça un peu qui me fascine dans cette histoire des liens avec, des contacts avec la Louisiane et des échanges avec la Louisiane. Que vraiment, je ne peux pas dire que j'étudie, mais qui me fascine depuis. Ben, moi, j'ai 43 ans cette année, bientôt 44. Puis,
j'ai travaillé pour le Congrès mondial acadien de Louisiane en 99. Donc, ça va bientôt faire 25 ans. J'étais venu à Sainte-Anne de la Louisiane suivre des cours de culture acadienne et d'histoire acadienne l'année d'avant, en 98. Et même avant ça, je commençais déjà à explorer la culture créole, la culture cajun, parler français avec les grands-parents de mes amis, parce que moi je ne viens pas d'une famille francophone, on peut en parler si tu veux. Je suis un apprenant du français. Et puis, je voyais, c'est ça, qu'il y avait ces liens avec le Canada, des gens qui avaient voyagé, des gens qui voulaient voyager. Vraiment fascinant. Vraiment, vraiment fascinant. Ça fait qu'on est pas mal choyé ici. On a beaucoup de chance à la baie Sainte-Marie parce que c'est un lieu où il y a eu beaucoup de visites et beaucoup de visiteurs. Oui, donc je suis vraiment heureux d'où je vis maintenant dans ma vie, d'où ce que je reste, absolument. Absolument. Veut dire, moi, elle n'a pas pu être élevé à un meilleur endroit que la baie Sainte-Marie. Je le crois, je le crois. Peux-tu me dire, Réal, dans quel secteur de Clare, dans quelle zone, quel village est-ce que tu as grandi ou est-ce que ta famille a vraiment des racines? Ouais, ben, je suis fier de partir avec ça parce que, hey, je partais avec beaucoup de monde. Moi, j'ai été élevé à Saint-Joseph. J'habite encore à Saint-Joseph et puis j'ai été Oui, bâtir ma maison à Saint-Joseph. tu m'avais dit ça, Ouais, c'est vrai, oui. Saint-Joseph. Et puis, euh, Mm. moi, je suis pas un grand historien, mais je sais que Thibault savait de Louis Thibault, le premier Thibault qui est venu au Nouveau Monde. Je pense, mais en Acadie en tout cas. Et puis lui venait de La Rochelle, la France. La Rochelle. Il est Mm. venu de l'État de La Rochelle et tout ça. Et puis Louis Thibault est décédé pas à Grand Pré, mais à Port-Royal, je pense, de regarder les Mm. records. Et puis le gars, Louis, puis son grand gars, les deux s'appellent Yves. Les deux sont fait déporter. Et puis le jeune Yves est venu ici à la baie Sainte-Marie. Et puis Ah. il y a eu un enfant appelé Gassien. Et puis, Yves va mourir jeune. Mm. Il va mourir jeune. Mm. Ouais, il va mourir. Je crois que c'était un accident au bois, dans les bois. Et puis, son parent, c'était le père Sigon. Ça fait qu'il a été Oui, élevé par le père Sigon jusque le père Sigon restait à la absolument. pointe de l'église. Absolument. Au Ouais. presbytère à côté, oui. Ouais. Et puis, euh, il y avait assez d'encours avec Gauss, on était prêtre et puis ça pouvait travailler. Ça fait que lui voulait travailler au bois et tout ça. Puis à l'époque, veut dire, les prêtres, c'est eux qui décident les tard, je pense. Si je suis off une miette commentoire, ok, moi je suis pas un expert dans l'histoire acadienne de la baie Sainte-Marie, mais je sais un peu d'histoire. Et puis, ouais, il y a eu Saint-Joseph, et puis, Mm. boum, il y a eu une grosse. Des travailleurs dans le bois, c'est une grosse affaire, tu sais. Puis ça, c'est un Oui. bon exemple, Clint, des histoires de l'Acadie, puis des temps. Moi, je suis sixième génération dans le secteur forestier, tu sais. Puis Oh, fascinant. yeah, c'est Euh, fascinant. Puis ça va probablement arrêter sixième génération, mais c'est incroyable que ça a été jusqu'à sixième génération. Moi, je ne peux pas penser à mm. l'un de mes cousins qui fait ça. Un cousin qui est en Allemagne, qu'Ontario Sturk, dans Mm. l'industrie automotive, tu sais. Et puis, right, Macomb. Mm. Yeah, Ben, ouais, go ahead, Kitlin. Ouais. non, ben, je veux juste réagir de mon point de vue de quelqu'un qui étudie la diaspora et la société acadienne. Il y a deux choses que j'aime beaucoup de ce que tu as partagé de l'histoire de ton aïeul qui avait été parrainé, un peu élevé par le père Cigogne. Ben, d'un côté, tu sais, il y a ce qu'on appelle la grande histoire, c'est-à-dire le, le narrative en anglais, le grand récit qu'on raconte sur une nation, un pays. Et dans le cas de l'Acadie, un peuple. Hein? C'est un peu la version simplifiée de l'histoire que tout le monde connaît. Euh, mais il y a aussi ce qu'on appelle la petite histoire. Ça veut dire l'histoire des gens qui ont composé ce peuple et qui ont formé ce peuple. Puis des fois, les deux vont ensemble et il n'y a rien dans ce que tu m'as raconté qui contredit la grande histoire. Mais parfois, quand on étudie vraiment ce que les gens ont vécu, ça contredit la version officielle. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est une observation. Ça fait que j'aime beaucoup avoir plus de chair sur l'os, comme tu veux, comme toi, tu viens de fournir. Puis j'aimerais parler un peu de famille que moi, j'étudie en Louisiane aussi. Parce qu'il y a des similarités avec ce que je viens de raconter, puis il y a des différences vraiment intéressantes. Mais ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose,
plus ça va dans mes recherches sur, je vais dire, à la fois sur la diaspora acadienne, mais aussi sur la culture noire en Louisiane, la culture afro-américaine, afro-créole. Je suis vraiment convaincu que, je vais le dire simplement, les choses durent longtemps. Comme toi, tu as parlé de faire partie de la 6e génération, on peut avoir l'impression, avec tous les changements technologiques qu'il y a eu dans les derniers siècles, puis vraiment l'impression que le monde n'a pas juste changé, que ça a été totalement transformé. C'est pas faux. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui durent vraiment longtemps, même parfois sans qu'on le sache. Puis je vais juste te donner un exemple qui va avec ton exemple. Moi, j'étudie une famille Melançon en Louisiane, mais je sais qu'à l'époque, c'était prononcé Mélençon parce qu'ils mettaient tous un accent aigu quand je le vois dans les vieux documents, donc je vais dire Mélençon. Puis je suis en contact avec des descendants aujourd'hui de cette famille Mélençon-là. Je suis ami avec deux descendants. Euh, Puis, une des choses que mon ami, le cousin, ces deux cousins, un cousin et une cousine, qui m'a dit, c'est que l'éducation a toujours été importante dans leur famille. Puis, Réal, je le vois dans des documents au début du 19e siècle. Ils avaient déjà accordé de la valeur à l'éducation. Ils envoyaient leurs enfants se faire instruire. J'ai des traces qu'ils avaient comme un tuteur ou un précepteur, tu sais, un professeur à la maison. J'ai vraiment les traces de ça. Mais lui, il ne savait pas ça, forcément. Mais il a juste dit que ça a toujours été important dans notre famille acadienne, hein, des racines acadiennes, de se faire instruire. Puis je me suis dit, waouh, lui, il a grandi dans les années 70-80. Moi, j'étudie des ancêtres à lui dans les années 1830, 40, puis je le vois déjà. Et donc, c'est tout ça pour dire que je pense vraiment que les choses durent longtemps. Et ces histoires qu'on raconte, il y a des fois des petits détails qui changent. Des fois, on peut mêler quelqu'un. C'était pas la grand-mère, c'était la grand-tante. Mais il y a de la vérité là-dedans. Puis, il faut vraiment essayer de documenter ça. Puis, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas juste dire comme, ah, c'était les histoires de grand-mère. Ben oui, grand-mère avait ces histoires-là pour une raison, parce qu'on les lui avait contées. Donc, ça, c'est un peu ce que je retiens de ce que tu m'as dit. C'est vraiment très important de savoir ces choses-là. C'est vraiment intéressant ça. Et puis, moi, comme dans le secteur forestier, quand j'étais tôt dans mes vins, ben, tu sais quand est-ce que t'es un run, tu sais pas quoi c'est dans la vie. Et puis, des temps, tu sais pas quoi tu veux faire de ta vie. Et puis, des temps, on est perdu tête. Mais, moi, souvent, j'essayais de me convaincre d'aller à Alberta. J'essayais de Oui. me convaincre, mais pas à pas. Ah. Et puis je sais pas, mais il y a seulement de quoi comme. Je regarde dans mon nom qui était dans le secteur forestier, les cousins à mon père qui étaient dans le secteur forestier, mon grand-père qui était dans ça, tu sais, et puis il y a beaucoup, tu sais, le bord de mon père, il y a si tard une culture de travail fort, tu Oui, sais, et puis, tu sais, je crois. Oui. ils pouvaient être durs sur leurs enfants, mais il y avait une raison à cause qu'ils ont été élevés d'une certaine façon. Tu sais, pour travailler dur et tout ça. Et puis, je le vois plus en plus quand je vais vieux. Et puis, tu sais, tu travailles comme ça, tu sais, je trouve cette mave que il devait y avoir plus de ça à l'époque ici, mais tu peux pas contrôler la société. Mais ça, c'est un autre podcast. Mais en tout cas, tu sais, comme, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je peux relier ce que tu viens de dire avec ma famille, le bord de Absolument. mon père. Absolument. Mais je dois te dire que quand j'étais plus jeune, quand j'ai grandissé en Louisiane, dans les années 90, moi je suis né en 79, vraiment à la toute fin de l'année 79, j'avais vraiment l'impression que tout était en train de se transformer en Walmart. Que la, la, les vieilles façons de savoir les choses et de faire les choses, que ça se perdait. On ne connaît pas beaucoup ça en Nouvelle-Écosse, mais tu sais, les suburbs, que c'était en train de tout envahir et que tout était en train de devenir comme pareil, uniforme, homogène, qu'on perdait la saveur, hein, de la société. Puis, je crois plus ça, en fait. Je pense qu'on perd des choses et c'est dommage. Ça peut être dommage. Il y a des choses qu'on a envie de perdre parce que c'était pas sain, c'était pas bon pour nous autres. Il y a toutes sortes de choses on devrait peut-être pas garder. Mais je veux dire des choses qui ont façonné notre caractère, quelle que soit sa culture. Et plus ça va, plus je pense que non. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Si je pense juste à un domaine qui m'intéresse aussi, c'est la cuisine, c'est le manger, c'est la nourriture. Il y a un intérêt
pour les façons de faire. Et c'est sûr qu'avec, tu sais, comme nous autres, on a un Instant Pot à la maison. Ben, c'est sûr qu'on va faire des choses avec ça. Je vais faire des mets de la Louisiane avec ça. C'est OK. Mais les saveurs sont là. Hein? Bon, je donne juste quelques exemples pour dire que j'étais plus pessimiste, en fait, quand j'étais plus jeune. Et plus ça va, je suis peut-être pessimiste pour d'autres choses, mais pas pour juste cette peur qu'on va perdre ce qu'on était. Puis moi, je ne suis pas d'origine acadienne. Hein? On n'a pas dit, je pense. J'allais pas dire, tu l'as pas dit, je ne l'ai pas dit non plus. Mais je ne sais pas pourquoi ma caméra est devenue noire comme ça. OK, je peux le. Ah, c'est parce que j'ai touché le câble. Il ne faut pas faire ça. Je suis en train de fidgeter avec les câbles. Mais même dans mes ancêtres anglophones, je vais dire quelque chose qui m'a pas vraiment dérangé, mais ça va avec ce que tu viens de dire sur le secteur forestier. Quand je regarde les recensements des États-Unis, d'à peu près tous les ancêtres à moi que j'ai pu trouver, tout le monde, vraiment tout le monde, jusqu'au milieu du 20e siècle, c'était des agriculteurs et des fermiers. Vraiment. Comme, j'ai pas trouvé personne qui avait une boutique, personne qui avait vraiment fait des études pour devenir avocat. J'ai entendu que ça, mais vraiment, je veux dire, 90% du monde, c'est des agriculteurs. Moi, je ne sais pas jardiner comment ma grand-mère jardinait. Puis, ça me fait du chagrin, vraiment. Parce que j'étais avec elle quand elle jardinait. Et puis, tu sais, je jouais au Nintendo dans la maison pendant qu'elle était dehors à jardiner. C'était OK, là, comme j'aimais, Mike Tyson's Punch-Out, tout ça. Mais j'aurais dû passer plus de temps avec elle pour apprendre parce que je pense qu'elle était peut-être une des dernières personnes qui savait les techniques de jardinage que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et ainsi de suite savaient. Ça fait que, en tout cas, une petite réflexion sur les choses que je crois qui sont positives, que nos influences durent sur plusieurs générations. Mais des fois, ça peut juste nous glisser entre les doigts. Puis, il n'y a pas vraiment moyen d'apprendre de ma grand-mère comment elle a appris à jardiner quand elle était petite fille dans le nord de la Louisiane. C'est juste, c'est parti. C'est ça. Oui, et puis des traditions et tout ça, comme une affaire qui va dans ma tête, et puis ça, c'est quoi qu'une observation est faite. Parlons strictement de les Acadiens et les Acadiens, non ici. Une observation, moi, est faite avec les Acadiens, ou la Louisiane en général, Franco-Louisiane en général, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi il dit seulement les Acadiens, c'est toute la Louisiane francophone. C'est plus large que ça. OK, vas-y, Ouais, je suis oui, curieux. c'est ça. On dirait qu'ils ont pu maintenir leur tradition qui sont en Acadie du Nord. Tandis qu'en Tu penses Acadie, au Mardi Gras, par exemple? Ou? Mardi Gras, oui. Un exemple que j'ai pour toi, la mi-carême, ça supposément c'était une affaire d'Aclar à temps passé. Oui. Puis c'est encore à Chetika. Moi, je crois qu'il y a des 9 traditions d'Aclar, Canoe Trip. C'est-à-dire, c'est pas être quoi que est vieux et tout ça, mais c'est une tradition. Mais on dirait que les traditions vieilles au moins, tu sais, on dirait que la Louisiane a plus préservé ça que l'Acadie du Nord, puis on dirait que l'Acadie du Nord a fait un incroyable job à préserver la langue. Moi, je sais pas quoi c'est que le phénomène-là veut dire. Certainement au Nord, on est dans un pays bilingue. Tu sais, Oui. au Canada, il y a une province que la langue officielle, c'est strictement le français. Tandis qu'en Louisiane, c'est différent. Les États-Unis, c'est pas pour critiquer les États-Unis, mais c'est une différente créature qu'au Canada quand ça va des langues. Oui. Non, c'est. Il y a matière à comparaison là. Ben, une des choses que il y a un élément qu'il ne faut absolument pas négliger, et je l'ai déjà mentionné, et c'est le manger, c'est la nourriture. Et ça, c'est commun tu as dit comme la Louisiane francophone dans son ensemble. Il y a des différences régionales, il y a des différences entre des gens de certaines origines qui étaient francophones, que ce soit les Autochtones, les Cajuns blancs, les Créoles noirs. Mais vraiment, il y a une cuisine avec des plats que le monde connaît, qui existait déjà en Louisiane dans certains cas, même avant l'arrivée des Acadiens, comme le gombo, par exemple. Ce qui aide dans le cas de la Louisiane pour maintenir certaines traditions, c'est le marketing
Vraiment. Et c'est le fait d'avoir plus de produits commercialisés autour de ça. Je vais juste prendre un exemple. Euh, King Cake, le gâteau des rois, qu'on fait pour l'Épiphanie, hein, début janvier. Donc, c'est une tradition française. Hein. Ben, il y a des boulangeries, pâtisseries à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans, un peu partout. Ils font des king cakes. Le monde adore ça. Ça met de la couleur. C'est les couleurs du Mardi Gras. C'est vraiment sucré. C'est vraiment bon. Puis, parce qu'il y a soit la petite pièce de monnaie ou le bébé Jésus dedans ou la couronne, ça, c'est amusant. Et ça fait que ça garde cette tradition-là vivante. Et puis, le monde n'a pas besoin de les faire eux-mêmes parce que c'est commercialisé. Et pourquoi c'est commercialisé? Ben, j'ai fait un peu de recherche dans les vieilles gazettes, les vieux journaux pour savoir un peu quand est-ce qu'on a commencé à les vendre. Je pense dans les années 40, 50, mais je ne sais pas définitif. Mais il y a juste beaucoup de monde. Je veux dire, on parle au début des années, dans les années 1960, début des années 70, on pense qu'il y avait à peu près 1 million de personnes en Louisiane qui parlaient français. Puis quand tu rajoutes du monde comme moi, que mes ancêtres ne parlaient pas français, mais on connaît cette culture-là, et c'est juste, ça nous entoure, ben c'est sûr que nous autres aussi, je veux dire, moi j'ai grandi en mangeant des écrevisses, du gumbo, mon père fait un très bon gumbo, tout ça. Donc, les traditions qui entourent des aspects juste de la vie qu'on aime, c'est plus facile à porter et à maintenir. Puis, il y en a qui sont très partagés, puis il y en a d'autres. Tu sais, les créoles noirs, euh, beaucoup de familles qui ont encore des chevaux et qui font du cheval, et tu connais peut-être ça, mais les trail rides des familles créoles, c'est légendaire. Et c'est vraiment, ils vont partir peut-être 20, 30 personnes, tout le monde est à cheval. C'est une activité d'après-midi. Il y aura peut-être un peu de musique à la fin ou un barbecue, mais c'est vraiment aller s'amuser à cheval puis explorer la campagne. Et ça se maintient. Je veux dire, le Creole Cowboy, c'est encore quelque chose, en fait. Tu sais, des gens, les hommes noirs, les femmes noires aussi qui dansent des haricots, chapeau de cowboy, bottes de cowboy, ça va vraiment avec la culture créole du 19e siècle où il y avait des vachers, comme on dit en Louisiane, des cowboys. Euh, et donc, ça se maintient. Puis, il y a des adolescents, comme des teenagers, qui vont faire des trail rides avec leurs grands frères, avec leurs oncles. C'est beau à voir. Mais je pense que la masse critique du monde, ça, c'est une chose. Il y a juste des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Puis, une autre affaire, c'est la langue. Parce que la langue a été tellement menacée, les gens se sont dit, bah, on n'a pas pu garder aussi bien la langue, mais on peut faire d'autres choses. Tandis qu'au Canada, je pense qu'on a mis beaucoup l'accent sur la langue en se disant, bah, si on garde la langue, c'est ça l'essentiel. Donc, c'est vraiment où, dans les deux régions, on dit, c'est ça l'essentiel. Puis c'est juste que la langue était la chose essentielle à garder. Il y a du monde comme moi que je pense que c'est important. Il y a du monde comme le monde que tu as sur ton podcast. Ça, c'est du monde qui sont convaincus que la langue, c'est essentiel. Mais ce n'est pas la majorité du monde. Euh, Tandis qu'au Canada, je pense que c'est pas mal le consensus que la langue, c'est ça qui est essentiel. Puis il faut que le reste vienne avec, mais on ne peut pas faire ça sans la langue. Anyway, libre à toi de réagir ou au monde qui va écouter de réagir. Mais c'est une différence que je vois entre les deux régions, vraiment. Ouais, c'est ça. Puis comme, as-tu une théorie du tout pourquoi est-ce que, un peu seulement parler à la baie Sainte-Marie, pourquoi est-ce qu'on a parlé des traditions? Non, je n'ai pas de théorie ou d'hypothèse pourquoi on aurait perdu certaines traditions autres que je veux dire, je ne veux vraiment pas parler de ce que je ne sais pas parce que je n'ai pas enquêté là-dessus. Euh, mais c'est sûr que les formes de divertissement se sont modernisées. Tu sais, avant, bah, donc là, on continue à faire de la musique dans la maison. Donc, je ne peux pas dire que ça s'est perdu. On fait des parties de cuisine et tout ça. Mais c'est sûr que quand la radio est venue et la télévision, ça prend du temps, ça. Si on va tous s'asseoir et regarder des émissions de télévision, bah, il y a de quoi qu'on faisait qu'on ne va plus faire. Euh, et donc, ça, c'est une hypothèse, mais il faudrait avoir des exemples plus concrets. Si c'est la mi-carême, il faudrait enquêter pour savoir, comme, à un moment donné, est-ce qu'il y avait un groupe qui organisait ça, puis ils ont arrêté de le faire. Puis je peux te donner un exemple de quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est le poulet barbecue que les pompiers font. Tu sais, comme dans les grosses cages, là. Moi, quelqu'un que tu devais connaître qui travaillait dans le secteur forestier, défunt Arcade Como. Mhm. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, même si je ne le connaissais pas bien.
Lui, il a appris que j'étais intéressé par ce poulet barbecue que les pompiers font. Ils font au Festival acadien, à d'autres moments, mais surtout au Festival acadien. J'adore ce poulet-là, comme vraiment. Ça fait que lui, il m'a appris que c'était un agronome qui était venu dans la région, qui voulait encourager, je pense que c'était les fermiers à diversifier leurs revenus. Ça fait qu'il leur a comme montré cette technique-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai une entrevue avec lui où il explique un peu plus. Mais là où je m'en viens, je sais que l'année dernière, je suis sur le comité du Festival acadien. On n'avait pas de poulet au bazar. Puis ça m'inquiète parce que c'est pas juste moi, Clint, qui aime vraiment ce poulet-là. Je veux dire, ils font du bon poulet à la râpure acadienne. Des dimanches, je peux aller, tu sais, me satisfaire de ça. Mais c'est aussi une technique et c'est une activité collective des hommes, et il y a peut-être des femmes qui les aident, mais c'est une façon de se rassembler, puis ça garde des liens sociaux. Hein? Je pense que c'est principalement les pompiers, mais c'est de quoi qui n'est pas juste être à la caserne, puis faire d'autres sortes de fundraisers. C'est vraiment de maintenir quelque chose et puis de faire plaisir à la communauté et de contribuer à une activité. Ben, je pense que ils n'avaient peut-être pas assez de monde pour faire ce qu'ils voulaient. Ça fait que tu vois, il y a comme un effritement, ça se fragilise un peu comme la masse critique pour faire ça. Puis moi, je ne veux pas que ce poulet-là se perde. Vraiment Pas pas. de chance. Donc, oui. Toi, tu es d'accord ou c'est ça? Il n'y a pas de chance, ça va se perdre. OK, parfait. Pas Je de veux voir les chance. grosses cages, là. Je veux voir vraiment les grosses cages, que c'est 2 ou 4 hommes qui les retournent. C'est vraiment spécial. Mais c'était pas là au dernier festival, puis il n'y avait pas assez de bénévoles. Donc, ça m'inquiète. Non, je suis content que toi, tu sois plus optimiste Ouais. que... Mais moment souhaite, c'est drôle. Pas drôle, c'est intéressant que tu dis ça, parce que un moment souhaite, quand dans la grade 12, on avait un fameux chicken party sur Christian Hogan qui était sur mon podcast. Et puis on a fait le truc de les boys qu'on fait du poulet à vue comme ça. Et Ah, c'est puis bon. il y avait, on dirait au moins 80% de ma classe qui n'était pas à graduer de l'école secondaire Claire était là. C'était une vraiment Excellent. bonne mémoire, puis c'est intéressant que tu dis ça, tu sais. Et puis, veut dire, la nourriture et tout ça, veut dire, ça c'est un aspect que n'est pas trop pensé, puis veut dire, tu parles à garde, tu sais, la nourriture, tu peux pas détruire la nourriture, c'est l'évidence. Et je pense que tu es à Gardner, Massachusetts, que tu as mangé de la râpure, right? Bah, écoute, je vais te raconter ça. Donc, quand je disais au début de notre conversation que la dispersion des Acadiens, ça ne se limite pas à la déportation. Et il y a eu d'autres mouvements de la population. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé tu avais envisagé, tu ne l'as pas fait, mais d'aller travailler en Alberta. Ben, il y a beaucoup de monde de la région. Comme moi, je suis venu ici en 2015. Il y avait encore du monde qui faisait le va-et-vient saisonnier. Hein? Ils étaient là une partie de l'année ou une couple de semaines, ils revenaient. Et il y a eu d'autres phases de l'histoire de l'Acadie où les gens sont partis. Euh, et évidemment, on sait que euh, beaucoup de familles ont des cousins aux États-Unis, au Massachusetts, pas en Louisiane. Ben, il y a des lointains cousins en Louisiane, mais au Massachusetts, parce que à la fin du 19e siècle, pendant plusieurs décennies, jusqu'à la Grande Dépression, des gens partaient par, je veux dire, il y avait des familles où il y avait 8 enfants, puis sept de ces enfants-là s'en allaient aux États. C'est pas une exagération, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et moi, j'ai commencé avec des gens de la Société historique ici à faire des recherches sur ces expatriés-là, ces émigrés-là. Puis cet été, au mois de juillet, je suis parti avec un étudiant de la maîtrise, c'est Cody Donaldson, c'est un enseignant à l'école secondaire de Paramba. Il connaît sa généalogie, vraiment. Et lui, il fait des études de certaines familles qui sont allées vivre au Massachusetts, des familles de Paramba. Puis, on est allé au euh, Early Harvest Diner à Wakefield, Massachusetts, où il y a eu beaucoup d'Acadiens. Puis Cody a fait de la recherche là. Puis, c'est une des meilleures râpures que j'ai mangées. Puis, c'est pas pour faire des jaloux dans Clare. C'est un diner qui est. D'abord, je vais dire que les propriétaires ne sont pas acadiens. Je pense que le propriétaire, il vient de l'Inde ou il vient d'un autre pays comme d'Asie du Sud. Il y a des gens d'originaires de par en bas, plus que de par en haut,
qui organisaient chaque année un genre de comme pique-nique de rapure. Et je ne sais pas trop comment, il faut que je vais aller les enquêter là, je vais les interviewer pour savoir à quel moment ils ont convaincu le monde du diner de faire de la rapure. C'est bon. Cody et moi, on est allés, on ne s'est pas annoncé, on n'a pas appelé à l'avance pour dire, hey, on arrive de la Nouvelle-Écosse, on est juste allés. J'ai échangé une couple de messages avec la dame qui les avait coachés, parce qu'ils ont vraiment été comme coachés, là, appris à faire ça. Puis, on l'a commandé, Cody et moi. C'est délicieux. C'est comme quand le jus là, de poulet, comme le bouillon, juste comme ça sature, comme la saveur était vraiment là. J'aimais la texture. En tout cas, la serveuse, comme la waitress, pas acadienne non plus. Puis, elle a fait cette remarque. Écoute-moi, là, Réal, comme c'était cet été-là, au mois de juillet, puis elle a dit, That dish probably saved us during the pandemic. Pendant la pandémie, la rapure faisait venir le monde qui ne voulait pas la faire chez eux. Puis là, on parle de Wakefield, Massachusetts, en 2021-2022. Qu'il y avait assez de monde pour venir régulièrement, malgré les soucis d'attraper le virus, qu'elle a dit, ça a vraiment aidé notre restaurant. Puis elle a fait une deuxième remarque. Elle a dit, You guys are probably the youngest people who've ever ordered that. Parce qu'on était les plus jeunes qu'elle avait vu commander la rapure. Donc, tu vois les démographiques. Hein? Tu vois que c'est des gens qui probablement sont dans la soixantaine ou plus, ou cinquantaine ou plus, qui probablement qui retournent en Nouvelle-Écosse les étés. Ils gardent les liens. Mais quand ils sont chez eux au Massachusetts, ben, ils veulent avoir les saveurs de leur passé et ils ne veulent pas toujours faire la rapure. Mais il y a des groupes Facebook comme Nova Scotia Style, Rappy Pie in Massachusetts. Les gens mettent des photos, ils font des affaires que je ne suis pas d'accord avec, mais des fois, comme ils mettent du bacon sur le fait de leur rapure, il y a d'autres choses comme ça, mais c'est pas mauvais. Hein? On ne peut pas dire que ce serait mauvais. As-tu déjà vu ça, toi? Non, j'ai pas vu ça. Non. OK, oui. Puis, Gardner, c'est plus au milieu de l'État, presque à 1 heure de Boston. Et ce qu'il y a là, d'abord, je veux dire que ce pas des gens qui, en majorité, sont originaires de la Nouvelle-Écosse. C'est plus des gens du comté de Kent au Nouveau-Brunswick, sur la côte du Nouveau-Brunswick. Mais ça qu'ils ont, ils appellent ça le club acadien, le club social acadien. C'est le Acadian Social Club. Puis avant, comme disons jusqu'aux années 1980, disons entre les années 1920 et 1980, il y avait ce qu'ils appelaient les French Clubs. C'était une sorte d'association locale où c'était des Canadiens français et parfois surtout des Acadiens qui avaient émigré aux États. Puis c'était un lieu pour se rassembler, pour boire un verre. Donc ça pouvait être comme un bar, comme une taverne. Mais ils faisaient des activités communautaires, puis les hommes pouvaient jouer aux cartes, aux dominoes, tu sais, tout ça. C'était un lieu de social. Hein? Puis la majorité ont disparu. Ont disparu. Ou ça s'est comme transformé en quelque chose d'autre. Donc, c'est peut-être toujours comme un venue, mais c'est pas resté attaché à ses racines identitaires. Mais là, Acadien Social Club, absolument. Les drapeaux acadiens, c'est dans leur logo. Ils donnent une bourse chaque année pour des élèves de l'école locale qui étudient le français. Le matin, c'est les hommes les plus âgés. Donc, plusieurs sont nés au Nouveau-Brunswick qui viennent, ils parlent français en prenant leur café. Puis Cody et moi, on est allés, puis on a passé 3 heures avec ce monde-là. Vraiment sympathique. Puis, dans une petite ville du Massachusetts, qui n'est pas riche, qui n'est pas en train de se développer, ils ont 400 membres qui payent 100 dollars par année pour rester membres. Ça fait qu'ils sont vraiment des membres. J'étais tellement impressionné. Puis pendant la pandémie, ils ont rénové, ils ont comme un beau bar. Anyway, juste pour te dire qu'il y a 2 exemples où la culture acadienne, même si ce n'est pas la langue, l'attachement à l'Acadie est vraiment fort dans ces 2 endroits-là. Et je suis en train d'essayer de trouver d'autres endroits où peut-être que ce n'est pas sur notre radar, peut-être qu'on ne connaît pas bien, mais c'est là. Et je trouve ça fascinant. Et puis ça, c'est l'une des raisons pourquoi c'est important de faire des études avec la diaspora acadienne. Ça, c'est de quoi que tu voulais parler, les gars. Certainement, tu peux parler de ça ou d'autres découvertes que tu as fait. Ben, est-ce que ça serait mieux de commencer loin dans le passé ou de commencer maintenant et d'aller vers le passé? Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas quoi dire, ça va pas mal la même affaire. Ah, Qu'est-ce qui fait une meilleure histoire? Qu'est-ce que tu sais, comme un narrator, qu'est-ce qui fait une meilleure affaire?
Ben, peut-être de commencer OK. loin dans le passé et puis là, de revenir. Mais des fois, c'est mieux de commencer avec ça qu'on connaît maintenant. Puis on dit, bah, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Puis là, on remonte dans le Right. passé. Mais il y a tellement de gens, et quand je dis tellement de gens qui regardent ton podcast hein, ou qui l'écoutent, qui ont encore cette fascination, c'est pas le mot, mais la déportation continue d'exercer vraiment. On veut comprendre la déportation. Hein? On veut comprendre cet événement-là. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étudie plusieurs familles qui ont immigré en Louisiane au 18e siècle, vraiment dans les toutes premières vagues hein, de réfugiés acadiens. Puis dernièrement, je suis beaucoup dans des documents de cette époque-là qui montrent leur réalité. Puis il y a peut-être deux, trois petites trouvailles ou des petits bijoux que j'ai vus que pour moi, c'est vraiment très, très révélateur de les conditions que les Acadiens avaient quand ils sont arrivés en Louisiane. Parce que c'est vraiment ces premières générations-là qui m'intéressent. Donc, toi, tu le sais, puis probablement 80% du monde qui va écouter ceci le savent, mais les Acadiens n'ont pas été déportés en Louisiane. Hein. On sait ça. Les Acadiens ont choisi d'aller en Louisiane où ils ont été accueillis à la fois par le gouvernement français et le gouvernement espagnol, parce que les Acadiens sont arrivés dans un moment de transition vraiment pas assez compliqué entre la France et l'Espagne. Hein? Donc, les premières générations des Acadiens qui étaient en Louisiane, c'était des sujets de la couronne espagnole. Hein? On y pense moins. Mais tu sais, Réal, dans les vieux documents, je trouve souvent, c'est pas dans tous les documents, mais des noms d'Acadiens qui sont hispanisés. Ça veut dire que Jean Leblanc, c'est écrit Juan Blanco. C'est vraiment comme ça. Euh, et je pourrais donner plusieurs exemples. Ils étaient vraiment dans l'Empire espagnol. Euh, et la région que moi j'étudie, c'est sur le fleuve Mississippi. C'est sur le Mississippi entre la Nouvelle-Orléans en bas et Baton Rouge en haut. Puis c'est une région où on a envoyé les Acadiens pour coloniser cette partie-là quand ils sont arrivés au milieu des années 1760. Et c'était même avant la région autour de Lafayette et Saint-Martinville. Pas de beaucoup, mais c'était vraiment la première région. Puis une des choses que j'observe, que je trouve vraiment fascinant, disons que ce matin, j'étais en train d'étudier un recensement de 1766 de la côte des Acadiens. Puis il y a 264 personnes déjà dans cette communauté-là. C'est environ 85 ménages. Ça veut dire comme households. Mais évidemment, beaucoup de monde était cousins, donc je ne peux pas dire que c'était des familles différentes, parce que des fois, tu sais, un fils élevait sa famille à côté de son frère et tout ça. So, voici un détail que je trouve vraiment intéressant. OK? Dans ce recensement-là, c'est une liste de monde. C'est vraiment les chefs du ménage. So, pour la plupart, c'est des hommes, mais il y a des femmes chefs de ménage, des veuves aussi, ou des femmes célibataires, pas beaucoup. Mais en tout cas, à quelques endroits, ils ont leur nom, leur âge, ils ont combien de terres ils ont reçues du gouvernement, puis ils ont d'autres données, comme combien de moutons ils ont, des choses comme ça. Mais à quelques lignes, c'est vide et ça dit qu'on attend une famille, que ces terres-là ont été mises de côté parce qu'on attend qu'une famille va arriver. Gardez ça en tête. Puis il y a d'autres lignes où ça dit c'est le village des Houmas ou c'est le village des Alibamons. Ça veut dire que les Autochtones étaient là. Euh, puis les Autochtones, je pourrais parler des Autochtones quand les Acadiens sont arrivés pendant une autre heure. Là. C'est vraiment fascinant. Mais ça que je vais te dire, c'est que je vois ça comme deux, trois places dans ce petit recensement-là, qu'ils attendent une autre famille. 3 ans plus tard, en 1769, il y a un autre recensement et les familles sont là. Là où il disait qu'on attend une famille, la ligne est remplie. Puis, dans ces cas-là, c'était du monde qui était de la parenté avec le monde à côté. Et dans un cas, c'était le père qui arrivait pour vivre à côté de son fils. Non, je veux que tu penses à ceci là. Ce monde-là était éloigné, vraiment éloigné. Comment est-ce qu'ils communiquaient? Comment est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient s'en venir 2 années plus tard? Pensez-y, là. Ils n'avaient pas
Ils n'avaient pas WhatsApp ou Facebook Messenger pour s'envoyer des messages. Ce qu'on a appris, on a toujours su, mais on les a découverts dans les dernières années. Les Acadiens s'écrivaient des lettres, puis ils les envoyaient de loin, là. Ils les envoyaient en France. Les officiers français parlaient de lettres que les Acadiens envoyaient et recevaient. Puis dans les 20 dernières années, on en a trouvé. C'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'ils étaient en communication avec du monde qui était toujours déporté pour dire comme, hey, on a une terre pour vous autres, juste à côté, voulez-vous qu'on vous réserve une terre? Puis là, il écrivait, il répondait d'une façon pour dire, oui, réservez-moi une terre, je vais m'organiser, on va s'organiser pour s'en venir en Louisiane. Puis 3 ans plus tard, je les vois là. C'est-tu pas intéressant de savoir qu'on pouvait communiquer comme ça dans les années 1760? C'est pas de quoi que beaucoup de monde le sait, mais si ça t'intéresse, je peux t'envoyer une de ces lettres qu'on a trouvées. En tout cas, je voulais juste montrer une chose dans le passé que je trouve ça vraiment intéressant pour les liens de la diaspora, de comment on s'est regroupé en Louisiane. C'est de la misère à parler parce que je suis si tassé près. Ça, c'est incroyable, mais veux dire, si tu étais un Acadien ou une Acadienne déporté à Massachusetts, comme mes ancêtres étaient, ça c'est un différent. On parle de 13 colonies ici, ça veut dire, il y avait une façon de communiquer là. Veut dire. Oui, il y en avait. Oui. Moi, j'étudie des familles surtout des familles qui ont soit été déportées au Maryland, donc un peu plus au sud, soit qui n'ont pas été déportés. Et ils ont été faits prisonniers. Tu sais, ils étaient avec Beausoleil-Broussard pour certains d'entre eux. Puis là, ils sont partis de Halifax quand la guerre de 7 ans a fini. Puis eux autres, ils ont fini en Louisiane. Ça fait que des fois, c'est du monde que c'est de la parenté qui se rejoint, mais une partie de la parenté a été déportée au Maryland. Puis leur oncle était avec Beausoleil-Broussard, puis il est arrivé avec ce groupe-là. Mais je ne veux pas te donner l'impression qu'ils communiquaient tout le temps, mais ils avaient clairement trouvé des façons de communiquer. Puis on le sait depuis longtemps, en fait, parce que c'est écrit dans des rapports qu'ils ont envoyé une lettre à leur famille en France, mais on a commencé à trouver quelques-unes de ces lettres-là. Pas beaucoup, pas beaucoup. Puis même dans mes documents, ça peut être assez fâchant parce que des fois, j'ai comme un rapport officiel d'un officier, puis il dit, euh, disons qu'il écrit au gouverneur de la Louisiane, il va dire, ben, après mon rapport, vous allez trouver la lettre de cet Acadien-là. Puis là, je tourne la page, puis la lettre n'est pas là. Comme ça a été mis quelque part d'autre. C'est comme, ah, je voudrais avoir ça. Je voudrais vraiment. C'est OK, j'ai beaucoup d'informations. Une autre chose que j'ai apprise, ben, il y a peut-être 3 choses que je veux parler vraiment des Acadiens quand ils venaient en Louisiane, ces premières générations-là. La deuxième chose, mais ça, c'est un peu plus sensible pour certaines personnes, Go ahead. mais les Acadiens n'ont pas mis longtemps à pratiquer l'esclavage. Yeah. Et j'ai même trouvé des cas où certaines des personnes qui ont souffert beaucoup pendant la déportation, je les vois propriétaires d'esclaves assez tôt. Je pense que c'était des gens, j'ai juste une hypothèse, et je ne suis pas en train de porter un jugement là. Ils sont arrivés dans un pays où il y avait beaucoup d'esclavage, il y avait beaucoup de Noirs. C'était la majorité de la population, en fait. Ils ont quand même mis, pour la majorité, plusieurs années, mais pas plus qu'une génération, à pratiquer l'esclavage. Et ça voulait dire ils n'avaient pas un grand nombre d'esclaves. On parle de 2 personnes, deux Africains ou 2 créoles noirs, 3. Ça veut dire qu'ils vivaient, ils les faisaient travailler, mais ils vivaient aussi en proximité avec ce monde-là. Puis il faut penser à ça, parce que ça pouvait être du monde, disons que, OK, dans la famille, euh, dans les cousins des Melançons ou les ancêtres des Melançons que j'ai étudiés, il y a un Joseph Leblanc. Il y a beaucoup de Joseph Leblanc en Acadie, hein? C'est certain. Puis, Joseph Leblanc et Marcel Leblanc, ces 2 ancêtres des Melançons, ils ont été parmi les premiers Acadiens dans ma région à pratiquer l'esclavage. Puis, j'ai des informations sur certaines de ces personnes-là, leurs esclaves. Et je sais quel type de travail qu'ils faisaient. Il y en avait un, c'était un Africain qui venait du Sénégal. Il s'appelait Pompée et il travaillait, il bûchait le bois. C'est ça qu'il faisait. C'est écrit là, c'était un bon bûcheur, un bon bûcheron. Donc, anyway, il faut que tu imagines que ces hommes-là, si c'était des hommes, ils travaillaient ensemble dehors toute la journée, les Acadiens avec ses esclaves. Puis si c'était une femme, cette femme-là faisait probablement à manger pour la famille. Right?
Et si c'était une femme qui s'occupait des enfants, ça arrivait. Ben, cette femme-là qui venait de l'Afrique, ou que ses parents venaient de l'Afrique, elle racontait les histoires qu'elle connaissait. Et donc, ça devenait une partie importante de la culture des Acadiens en Louisiane, hein, d'avoir toutes ces influences-là. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment fascinant et ça reste très important. Et tu l'as mentionné, tu as dit au début, comme la Louisiane francophone, c'est vraiment très complexe, mais ces influences-là étaient là vraiment très tôt. Puis la troisième chose que je vais mentionner, puis on peut revenir sur tous ces points-là, comment les Acadiens se sont regroupés, les influences des Noirs, des créoles noirs et des Africains. Et la troisième chose, il y a eu, dans cette région-là que j'ai étudiée, Réal, des colons qui sont venus de l'Europe, de France. Puis, ils ont vraiment eu des conflits et même parfois des batailles avec les Acadiens. Euh, et je pense qu'ils venaient, ils étaient plus riches. Je le vois là, parce que j'ai accès à les listes parfois de leurs propriétés. Disons qu'il y a un décès, tu as la liste, l'inventaire de tout ce que ces personnes-là possédaient. Ils étaient plus riches. Et quand ils pratiquaient l'esclavage, ils avaient plus d'esclaves. Puis, je pense qu'ils regardaient les Acadiens de haut, vraiment. Euh, Puis, des fois, j'ai trouvé des incidents comme de coups de poing, là, entre... Je veux pas que tu penses que ça arrivait toutes les semaines, mais à un moment donné, il y avait eu un conflit. Vraiment, je pense qu'il y avait même eu une altercation physique entre quelqu'un du groupe acadien puis un de ces immigrés français. Puis le commandant local écrivait un rapport là-dessus parce que c'était pratiquement allé en cours. Puis il a parlé de l'hostilité entre les Acadiens et les nouveaux qui arrivent. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand il y a de l'hostilité, ça veut dire qu'on va garder une ligne entre nous autres et vous autres. Hein? Puis, juste pour finir ça, dans la famille Melançon que j'étudie, ces gens-là, presque tous les ancêtres de la famille Melançon que j'étudie, ils sont arrivés dans les années 1760. Il y a une ancêtre qui est arrivée 20 ans plus tard, mais la majorité sont arrivés dans les 1760. Ils se sont tous mariés entre Acadiens pendant 3 à 4 générations, même s'ils étaient entourés d'autres créoles, français, même allemands. C'est vraiment dans la génération née 50 ans plus tard qu'ils commencent à se marier avec d'autres francophones de la région. C'est vraiment intéressant. Tu vois qu'il y avait vraiment une ligne, une frontière. Mais ça n'a pas duré pour toujours. En tout cas, ça, c'est quelques éléments que je voulais parler un peu de l'histoire. Moi, ça me fascine, puis je travaille là-dessus tous les jours. C'est un livre que je suis en train d'écrire sur les Melançons. Je ne suis pas un Melançon même, hein? C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas d'ancêtre acadien. Fait qu'il y avait peut-être d'autres choses qu'à part les lettres que tu voulais peut-être dire de quoi ou réagir, je ne sais pas. Ben, ça, c'est, veut dire, ça, c'est d'autres affaires que, veut dire, c'est pas surprenant, mais c'est surprenant d'une façon que, tu sais, veut dire, c'était une différente époque, et puis, moi, tu as tout à sous l'impression, tu sais, que les Acadiens en Louisiane, après une ou deux générations, tu sais, ont commencé à marier des créoles ou des Français qui sont venus de la France et tout ça. Mais peut-être, région de la Louisiane, c'était peut-être un peu différent, tout ça, avec des conflits et tout ça. Sais-tu, c'est très important ce que tu viens de dire. D'ailleurs, je remarque même dans tes questions combien tu as absorbé toute l'information que tu as eue de tes invités sur la Louisiane. Vraiment, parce que c'est très pertinent. Une des choses que je trouve difficile de parler de la Louisiane ou des Cajuns ou de la culture de la Louisiane francophone, c'est que les régions sont vraiment différentes les unes des autres. Euh, Tu sais, le Bayou La Fourche, où il y a beaucoup de gens de Clare qui ont visité le Bayou La Fourche. C'est comme au sud, comme la région de Thibodaux, au sud-est de la Nouvelle-Orléans. On est vraiment à 2 heures de Lafayette. C'est assez loin de Lafayette. Il n'y a pas une grande population noire. Il n'y en a jamais eu, en fait. Un peu plus dans la partie nord de cette région-là, parce qu'il y avait des plantations de canne à sucre. Mais la partie qui a été plus peuplée par les Acadiens, le long du bayou, jusqu'au golfe du Mexique, très peu de population noire, qui est très différente de la région que moi j'étudie. Et c'est vraiment différent de la région autour de Saint-Martinville, euh, par exemple, Saint-Martinville-Lafayette. Et la musique n'est pas pareille. Tu sais, comme la région autour de Thibodaux, l'accordéon, comme l'accordéon cadien, l'accordéon de la Louisiane, c'est pas vraiment présent dans leur musique, même leur musique française. C'est plus comme un style un peu country, comme on a à la baie, un peu moins bluegrass, mais un style country. Puis ils vont le dire, comme
écoute, ils connaissent l'accordéon, là. Comme, tu sais, comme n'importe qui peut, je veux dire, si t'as, like, if you've been paying attention à la culture de la Louisiane pendant les 40 dernières années, tu connais l'accordéon, juste à Richard. Mais ils vont dire que dans notre musique qu'on jouait dans les bars, qu'on apprenait, l'accordéon, c'était pas vraiment là. Tandis qu'autour, au nord-ouest de Lafayette, la prairie Cajun, le Cajun Prairie Area, c'était vraiment, mais je pense en partie, c'était les influences allemandes dans ces régions-là. C'est les Allemands qui ont amené l'accordéon en Louisiane, ça on le sait. Il y avait, c'est arrivé au début du 20e siècle, il y avait presque plus de musique sans accordéon, alors qu'au 19e siècle, c'était souvent deux violons, hein, deux violons. Euh, donc, toutes les régions sont vraiment différentes. Et c'est pour ça que quand les Cajuns vont se mettre à batailler entre eux pour dire comme un gumbo, ça se fait comme ça, ou ça, c'est de la vraie musique, je me dis, vous avez tous raison, et quelque part, vous avez tous tort en même temps. Non, 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 c'est plus que vous avez tous raison. Et ça vaut aussi pour les questions des relations avec les autres groupes en Louisiane. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah, il n'y avait pas de racisme, mes ancêtres n'avaient pas d'esclaves. C'est comme, non, pas dans ta région, je veux bien. Mais dans d'autres régions, oui. Ou, tu ne peux pas faire ça avec un gumbo. C'est comme, OK, peut-être pas dans ta région. Mais dans d'autres régions, il y avait d'autres influences ou d'autres ingrédients où on était plus proche du golfe du Mexique, il y avait plus de fruits de mer, où il y avait ceci ou ça. Mais les gens vont avoir des disputes ridicules pour ces choses-là. Euh, c'est ça. Et c'est ça. Puis, si par voter à l'Acadie du Nord, veut dire, l'Acadie du Nord veut dire, au des différences-là de région par région, veut dire, Chéticans, ça a été pas mal. Ça, c'est une communauté qui a été pas mal isolée Oui, et tout ça. Puis, ils ont tenu des traditions et tout ça. Tu gardes là des régions comme Edmundston, prof de Québec, une influence québécoise. Moncton, Shediac, ça, c'est le Chiac. C'est beaucoup semblable à la baie Sainte-Marie. oui. Et puis, sud-ouest de Nouvelle-Écosse, par en bas, par en haut, par en bas, Clare, Pomnico. Tu sais, va faire une petite plug pour nous autres. Moi, ça ne va pas, nous autres. Euh, tu veux parler à la gare et dans un coin, ça c'est les Acadiens sud-ouest de Nouvelle-Écosse. Au Ouais. Nouveau-Brunswick, ils sont encore relativement proches de l'un et l'autre. Et puis, bien sûr, par Bathurst c'est tout ça, 44, bien sûr, on ne peut pas oublier ça. Ils ont eu une influence aussi. Mais Mm. nous autres, ça ne revient pas. Tu sais, tu parles de le bluegrass, l'influence du country que mes parents ont eu, tu sais, des stations de radio de Nashville et tout ça. Tu sais, ma vénération, ça, c'est un peu différent. Il y a Radio, Petit Biliveau, Ben oui, tu sais, c'est meilleur d'une explosion. absolument. C'est La incroyable. la baie Sainte-Marie, il n'y a rien qu'une créature, il n'y a rien qu'un homme. Je ne peux pas même t'expliquer quoi c'est. Il y a de quoi qui Mm. peut rien pas nous détruire, tu sais. Mhm. À l'école, tu sais, veut dire une grande résistance de notre accent, et puis comme qu'on parle, tu sais, tout ça, ma classe, tu sais, une spéciale bande, on va dire, ma classe de gradé, c'est une spéciale bande, et ouais, Mm. et tout ça. Ça fait il y a des différences en Acadie du Nord de Révio à Révio, mais on est tous Acadiens et Acadiennes, tu sais, et puis, tu sais, c'est vraiment intéressant à voir, tu sais, les différences et puis les similarités de Révio par Révio. Mais je crois que les similarités est plus fort que les différences pour sûr que nous autres. C'est une question très importante et une des différences que je remarque au sujet de ces différences, c'est que j'ai l'impression qu'en Acadie, des Maritimes ou de l'Atlantique, qu'on n'essaie pas de dire que la façon de faire de l'autre région, d'une autre région, que c'est pas authentique. Tandis qu'en Louisiane, on entend souvent ça. Que, ben, plus proche de la Nouvelle-Orléans, ils font leur gumbo comme ça, ils font du jambalaya rouge. C'est pas du vrai jambalaya. J'ai l'impression que, par exemple, si je prends le fricot, OK. Ben, ici, on ne met pas de carottes dans notre fricot, hein? Je pense que j'ai raison là. Il n'y a pas de Moi, carottes. j'avais ma vie des carottes. Mais comme au Non, Nouveau-Brunswick, l'île du c'est Prince-Édouard, je crois ça. qu'il y en a, ouais. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je vais dire que mon épouse, ma femme, Chantal White, qui enseigne la linguistique ici, elle, c'est une Monctonienne. Puis, elle n'aimait pas vraiment. OK, je ne devrais pas dire ça comme ça. Elle n'avait pas une appréciation très forte de la cuisine, la nourriture traditionnelle acadienne avant de venir à la baie Sainte-Marie. Elle aime mieux le fricot d'ici que le fricot du sud-est du Nouveau-Brunswick, comme vraiment comme haut la main, là. Mais elle dirait pas que c'est pas authentique. Vois-tu? Tandis qu'en Louisiane, et
mon hypothèse, c'est en partie, il y a deux raisons pourquoi je pense que c'est le cas. Mais je vois parfois, peut-être avec l'accent, des gens du nord du Nouveau-Brunswick, on va dire comme, ah, ils parlent comme des Québécois. Ça, je l'entends. OK. Mais la raison pourquoi je pense que c'est comme ça en Louisiane, il y en a deux. Il y a beaucoup de produits qui sont commercialisés. Ça fait que quand c'est commercialisé, il y a un enjeu économique. Ça veut dire que c'est de ta région qui vient que vient le produit authentique. Tu vas pouvoir faire du meilleur marketing en disant que ça, c'est la vraie affaire. Hein? Donc, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a absolument de ça. Mais je pense aussi, mais je ne le pense pas, je veux dire, je pourrais trouver des exemples, que parce que l'influence créole noire, je veux dire vraiment les influences afro-créoles sont aussi fortes partout dans la culture, il y a un désir, à cause du racisme, de dire que ben, nous, on n'a pas ces influences-là, en fait. Et ça, je le vois. Je le vois avec le fameux débat, peut-être que le monde ne connaît pas ça, mais sur les tomates dans le gumbo. Est-ce qu'on peut mettre des tomates dans son gumbo ou pas? Il y a des discussions là-dessus. Je veux dire, c'est pas vraiment hostile, mais c'est sérieux. Puis, on va dire finalement que ben, les crayons noirs mettent des tomates dans leur gumbo. Alors, eux autres, ils peuvent faire ça, mais si un Cajun blanc fait ça, c'est pas bon, c'est pas sérieux. Ça fait que la question de comment les choses sont vues dans le prisme de la race, c'est vraiment là. Et quand c'est pas là explicitement, c'est là quelque part. Um, et c'est vraiment là. Puis, il n'y a pas vraiment ça en Acadie. Il n'y a pas un autre groupe qui a eu tellement d'influence, mais qui est historiquement lu négativement, qu'on veut dire que on ne fait pas comme ce groupe-là. Même les Anglais, je veux dire, on n'est pas, les Acadiens n'ont pas de préjugés contre les Anglais, malgré tout. Comme moi, je ne l'ai pas vraiment vu. Peut-être dans ton expérience, mais on entend des petits commentaires, mais ça, c'est plus des réactions aux préjugés des Anglais contre les francophones. C'est pas vraiment des préjugés que les Acadiens ont. C'est mon observation. Tu peux peut-être dire si tu es d'accord ou pas. Mais moi, j'ai pas vraiment observé du racisme contre les anglophones chez les Acadiens francophones des Maritimes. Je l'ai vraiment pas vu. Ben, moi, passe, je veux dire, en Nouvelle-Écosse en particulier, je trouve qu'on nous accorde pas mal bien, là. Je veux dire, c'est qu'au New-Brunswick, par bout, tu sais, ça peut venir pas Oui, mal hot and heavy, puis il va falloir... absolument, Puis, tu dernièrement. sais, il y a des idiots les deux bords, mais je veux dire, on a Blaine Higgs, là, tu sais, je suis pas un fan de Ça lui. pousse fort. Et puis Oui, moi, en caf point, je suis pas un fan de Blaine Higgs. t'as pas besoin. Moi, des politiciens et tout ça, essayé de me tenir clear de ça, mais not a fan, tu sais. Puis, tu Moi non sais, et plus. puis, comme Dave Leblanc a expliqué dans le podcast, tu peux battre pour des droits pour des années, ça paraît qu'une journée les perdre. Tu sais, Absolument. c'est ça l'affaire. Puis, ça, c'est de quoi que je sais qu'au New Brunswick, tu sais, ils sont vraiment concernés avec ça. Puis, tout le monde tient dans l'idée. Oui, Les populations acadiennes, populations Mi'kmaq, populations Gaelic, on a une petite population dans la province et puis tout ça, ça peut être arrafé, tu sais, oui, des affaires que tu travailles pour, tu sais. oui. Ben, mon, mon grand constat à moi, mais c'est vraiment mes observations que je partage, c'est qu'il faut être capable de se connecter et de s'entraider et d'avoir des échanges. Si on pense juste à, tu as parlé du boom de musique de Clare, et Jacques Surette de Palomba aussi, c'est important d'avoir une scène locale dynamique, mais c'est aussi important que ces artistes-là puissent circuler, tourner et être populaires à l'extérieur, d'être invités en France, d'être invités à Caraquet. Euh, et en faisant ça, ça rappelle au monde que pas juste qu'il y a des francophones dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, parce qu'il y a des gens au Nouveau-Brunswick qui sont jamais venus dans notre région. Des fois, ils vont juste s'arrêter à Grand Pré. Ben, on était allé assez loin. Ben, il y a de quoi de plus loin que Grand Pré, les amis. Hein? On le sait. Mais ça va les rappeler que hey, l'Acadie, c'est pas juste le Nouveau-Brunswick. Ça je pourrais aussi en parler une autre heure. Euh, et non seulement ça existe, mais que c'est dynamique. Hein? Et que c'est créatif. Et que c'est amusant. Et que ça fait partie de la grande culture acadienne. Et c'est aussi pour ça que ça me fait tellement plaisir quand quelqu'un comme Carole Doucette
avec sa compagnie de production de musique et de promotion de musique, euh, s'organise pour que des artistes de la Louisiane puissent venir ici et que des artistes des Maritimes, y compris de la baie Sainte-Marie, aillent en Louisiane à des festivals. C'est pas la seule personne qui fait ça, mais elle est active, puis je l'apprécie énormément, son travail, et le travail d'autres personnes qui contribuent à ces échanges-là. Parce que quand c'est minoritaire un peu partout, mais quand on se rassemble, on a quand même l'impression d'être moins minoritaire, hein, et moins isolé. Ça, c'est vraiment important. Et pour les Cajuns en Louisiane, quand on parle vraiment de tout le monde qui a des racines françaises, acadiennes, qui se considèrent comme des Cajuns, c'est pas vraiment une minorité dans le sud de la français ou qui veulent conserver le français, ça c'est une minorité. Et donc, c'est important d'avoir ces échanges avec les francophones du Canada. Ça donne du courage, hein? Vraiment. Quand il y a des gens qui arrivent de l'extérieur et qui disent Ah, on est content de pouvoir parler en français avec des gens de la Louisiane. Ah, un peu comme tu as vu dans le podcast. Ah, ben, viens rencontrer Je vais te présenter à ma vieille tante. Hein? Ça donne du courage au monde de la Louisiane parce qu'ils se disent bah, ça vaut quand même la peine que j'ai appris cette langue-là. C'est pas facile d'apprendre une langue quand tu l'as pas apprise. C'est pas facile. Puis, je ne sais pas combien de temps tu veux qu'on se parle, mais tu sais, Réal, il y a beaucoup de gens maintenant dans la génération disons, de 40 ans et moins. Il y en a très peu qui ont grandi en parlant français dans leur enfance. Il y en a pas mal qui ont fait les écoles d'immersion, ça fait qu'ils ont commencé à parler dans leur jeunesse. Et puis, il y en a beaucoup qu'ils ont appris et ils ont pu parler avec des membres de leur famille. Donc, c'est presque comme une langue maternelle. Hein? Mais à différents moments, j'ai été contacté, un peu moins ces années-ci depuis la pandémie, mais un peu avant, par des plus jeunes que moi en Louisiane qui voulaient faire de quoi? Comme qu'est-ce que je peux faire pour encourager les gens à valoriser la langue, à pratiquer la langue? Puis, des fois, ils me disaient, ben, la vieille génération va s'en aller, et puis ça va être quoi, nous autres? Qu'est-ce qu'on va vraiment avoir? On est des gens on a appris la langue, on essaie de pratiquer, mais on n'a plus cette ressource qu'on avait, des gens qui avaient grandi avec le français. Puis, j'essaie de leur dire ceci, c'est vraiment quelque chose que je crois. Est-ce que le français peut vraiment être ta langue à toi si tu ne l'as pas appris dans l'enfance de tes parents ou de tes grands-parents? Puis ma réponse est oui, absolument. En Louisiane, il y a beaucoup de gens réels. Ils ont grandi avec le français, puis je ne suis pas en train de les blâmer. Mais ils n'ont pas vraiment fait d'efforts pour que ça continue. Je ne suis pas en train de les blâmer là. Je ne juge pas leur vie, je ne juge pas leur choix Yeah. et je ne juge pas le contexte où ils ont fait ça. Mais il y a d'autres mondes qui ont décidé, ça c'est important. Et ils ont passé pas des heures, des centaines d'heures de leur vie à apprendre cette langue-là, à se réapproprier la prononciation, les sons dans leur bouche, à écouter de la musique, à apprendre des expressions, à se mettre dans des situations où vous pouvez être nerveux. Moi, j'ai parlé français avec des vieux Cadiens ils m'insultaient presque parce que je voulais parler français. C'est incroyable, en fait. C'est parce qu'ils avaient honte de leur langue, vraiment. Et ils disaient, tu ne devrais pas parler cette langue-là, cette langue cassée-là, ce français cassé-là. Allons oublier ça. J'ai entendu ça du monde. Vous pouvez vraiment se mettre dans des situations où ils faisaient peut-être un échange en France ou au Québec. Ayez de l'argent, mettez des ressources financières. Puis j'ai dit à certaines de ces personnes-là, tu penses que le français ne peut pas vraiment être ta langue quand tu as mis tellement de soins, tellement d'efforts et tellement d'amour pour l'apprendre? Peut-être que tu vas avoir un accent, mais pense à toute l'énergie que tu as mise pour te réapproprier cette langue-là. C'est ta langue. C'est absolument ta langue. N'aie pas de doute un seul instant que c'est ta langue. Et ça, j'aimerais que tout le monde, que ça soit des descendants d'Acadiens, des créoles noirs qui veulent apprendre le français ou le créole, comme de ne pas avoir une once d'un doute, l'ombre d'un doute. Si tu mets cet effort-là, c'est ta langue. Absolument. Puis voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Et j'espère que quelqu'un va l'entendre et que ça va les encourager, vraiment. Ouais, comme ça que moi, peux ajouter à ça, c'est que Hippalagar, ma classe est graduée avec, c'est un incroyable. Ben, incroyable ou pas veut dire moi, il y a beaucoup de mes chums, tu sais, qu'on marie des Anglais et puis leurs enfants comprennent le français, tu sais. Ouais. Le dynamique ici, moi, j'ai fait un point avec l'aide de mes invités.
que j'ai eu. Et puis, j'ai besoin de couper le dernier hot chat du podcast à cause qu'il avait de quoi me dire. Il a été vraiment honnête avec moi, puis on a décidé que ça ferait mieux de ne pas mettre ça. Parce qu'il est vraiment, il est vraiment passionné. Et puis, mon vieux dit après, quand il se calmait un peu, il dit, Godward, il dit, écoute-moi, si moi j'avais été à une école française, si j'avais été à une école anglaise, avec tous mes chums qui sont acadiens, pensez voir, qu'est-ce que tu crois qu'on serait peut-être parler à l'un l'autre de cette langue? Pensez-y vraiment. OK? Ici, à la baie Sainte-Marie, il y a des grands efforts à faire pour notre éducation en français. Et puis, il y en a de nos parents qui ne voyaient pas la valorisation du français. Alors, quoi c'est que la valorisation du français au Canada? Et puis, il ne parle pas de l'aspect culturel. C'est se trouver un job. C'est trouver un emploi. C'est ça la valorisation. OK? Il y a une grosse population francophone. Il y a le Québec. New Brunswick, c'est bilingue. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, tu peux faire une case que, globalement, on est un petit monde d'Esther. Le français, c'est gros à tout. Esther. Tu sais, bien sûr. Absolument. Fait que ça, c'est la valorisation. Puis, je crée beaucoup la valorisation. Et au Canada, et tout ça, elle est une école française que moi et mes chums, on nous parle en français. Et puis, nos enfants comprennent le français. Et puis, il y a des Acadiens par bout, ça... Il y en a qui je sais qu'ils se parlent, tu sais, ils se parlent en anglais, mais dans leurs âmes, là, plus tard dans leur vie, là, je suis confiant, tu sais. Non seulement ça, mais ça, c'est pas nouveau. Je pense pas. Je vais te dire, et il y a des gens qui vont écouter qui pourraient rajouter, compléter ce que je m'apprête à partager. J'entends des gens dire que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents ou grands-parents parlaient pas vraiment anglais. J'ai entendu ça. Comme des gens de Clare, hein, des gens de la Baie-Sainte-Marie, que du temps de mon grand-père, ne parlaient pas vraiment anglais. Je lis beaucoup de vieux documents. Puis, il y a un voyageur qui est venu de France à la Baie-Sainte-Marie dans les années 1860. Puis, il est resté dans un hôtel à Meteghan. C'est un hôtel qui était vraiment connu. Je ne veux juste pas me tromper de qui l'appartenait. Puis, il était surpris et découragé parce que les femmes de chambre qui faisaient le ménage, c'était des Acadiennes qui parlaient anglais entre elles. Puis, il a dit, la langue va s'en aller si les Acadiens parlaient anglais entre eux. Puis, écoute, là, j'ai pas fini. Plus tard, il y a un grand intellectuel québécois, Lionel Groulx, c'était un nationalisme québécois qui est venu dans notre région dans les années 1910. Je ne veux pas me tromper là, ça fait que ne me quotez pas trop. Mais c'était à l'époque où le Collège Sainte-Anne avait déjà été fondé. Puis les pères lui ont dit, les enfants, il voulait dire les enfants acadiens qui arrivent, qui sont dans la région, qui arrivent au collège, ils parlent anglais entre eux. Il faut un peu qu'on les francise un peu. Ça, c'est tout dans les 1900. Oui, 1910. Wow. Comme les années 1910, oui. Ça fait que j'ai aussi entendu des gens me raconter des histoires de leur enfance quand ils jouaient avec leurs frères ou leurs cousins. Puis ils ont dit, puis là, j'ai dit à mon frère, don't go over there. Ou des choses comme ça. Comme ils rapportaient des choses qu'ils disaient en anglais. Puis moi, je peux pas, I can't wrap my head around it. En fait, de tous ces différents angles que j'entends, est-ce que c'est contradictoire? Mais j'ai certainement des témoignages. J'en ai vu. J'en ai pas vu une tonne. J'en ai juste vu une couple. Mais c'était quand même des observateurs de l'extérieur qui examinaient ça, qui examinaient la dynamique de langue. Et puis qui voyaient ou qui entendaient que les Acadiens pratiquent parfois l'anglais entre eux. Est-ce que c'était juste parce qu'ils avaient envie? Je ne sais pas. Mais j'entends d'autres personnes qui disaient comme mon grand-père, il est parti travailler dans une autre région, puis il a eu de la misère parce qu'il ne parlait pas anglais. Ça fait que j'aimerais que quelqu'un m'élucide ça, qu'on m'explique ça ou que j'ai plus de contexte. Mais je pense que la menace de passer à l'anglais en une génération, que ça peut-être quelque part toujours été là, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est le plus choquant affaire entendue. Ben, Choquant, comme un bon choc, tu sais, c'est à la Baie-Sainte-Marie.
Mais en même temps, tu sais, on fait de la recherche au Massachusetts, puis il y a des gens qui disaient que après 2, 3 générations, le parent de la famille parlait toujours français. Alors, on dirait qu'il y a de tout. Hein? Il y a vraiment de toutes sortes de situations. En tout cas, euh, non, c'est vraiment, vraiment Ouais, rien fascinant. que vite, Eh Clint, ben, t'as mentionné, tu peux dire ça, c'est en bref. on peut, on peut Je sais que tu as explorer de un la peu. recherche de faire pour le CMA Ah 2024. ben oui. Oui, tu parles un peu de ça, puis là, on peut wrapper ça up. Absolument, absolument. Ben, en fait, là où je suis, c'est mon laboratoire sur le campus de Sainte-Anne. Hein. C'est dans l'édifice de la bibliothèque. C'est l'Observatoire Nord-Sud, que vous voyez des annonces sur Facebook, différentes activités qu'on a ici. Ben, l'Observatoire, c'est comme un petit centre de recherche. J'ai des étudiants qui travaillent pour moi, puis je collabore avec d'autres chercheurs. Et je suis à la tête d'une équipe de 17 chercheurs qui travaillent en collaboration, en partenariat avec 8 organisations, pour essayer de comprendre l'impact que le Congrès mondial acadien va avoir sur pas juste nos régions, mais il y a comme un gros focus quand même sur le sud-ouest, sur Clare et Argyle. Et aussi de comprendre comment le CMA est en train de peut-être de changer d'un congrès à l'autre. Comme en 2019, qu'est-ce qui va être différent dans l'organisation, dans certains thèmes qu'on va voir, certains aspects de la culture acadienne qu'on va présenter. Puis les organisations, c'est intéressant parce que dans nos partenaires, on a la Société acadienne de Clare et le Conseil acadien de Paramba. Ça, c'est du monde qui sont donc mon amie Nathalie Robichaud et aussi Isaiah, qui est le directeur du CAPEB. Euh, on est ces gens-là, les associations locales, veulent vraiment comprendre qu'est-ce que le CMA va amener. Est-ce que ça va donner plus de fierté, plus d'engagement? Qu'est-ce que ça va apporter? Euh, mais on a aussi comme partenaire la Société nationale de l'Acadie, qui veut savoir quel est l'impact plus largement hein, sur la société acadienne. Ça fait qu'on est, moi je suis plutôt historien, études culturelles. J'ai une autre historienne, Stéphanie Saint-Pierre, qui travaille ici, mais on a des linguistes, des gens en sciences politiques et en administration, politique publique, en éducation, qui vont aller voir l'influence, l'impact, les effets du CMA sur les jeunes. On veut vraiment comprendre qu'est-ce que le CMA va faire. Hein? Et ce CMA en particulier, moi, j'ai fait partie du comité qui a convaincu la Société nationale de l'Acadie. En fait, c'était un comité qui a choisi. J'ai fait partie du groupe qui a amené le CMA ici. Et une des choses que j'essaie de dire dans nos rencontres, c'est que ici, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on n'est pas une petite région marginale juste dans un coin. On est l'avenir de l'Acadie. Puis tu l'as mentionné quand tu as parlé de tout le bouillonnement, toute l'effervescence musicale, le boom dans la musique, dans cet aspect-là de la culture. Puis je vais te dire de quoi. On est aussi euh, à l'avant-garde de la production de médias par en bas. Comme toi et les gars de Crowd après les faits noirs, vous faites de quoi de vraiment innovateur, de journalisme, pas tout à fait du journalisme, mais des médias citoyens. Avec eux autres, c'est plus flyer, humour. Avec toi, c'est vraiment des entretiens en profondeur. Tu contribues vraiment au discours sur la culture. Puis il y a des gens, tu le sais, de l'extérieur. C'est pas juste du monde de Claire qui regarde ton podcast. Hein? Ça fait que j'ai vraiment essayé de dire qu'ici, on n'est pas juste une petite région cute qu'on peut aller visiter. C'est un laboratoire de l'Acadie. Il y a des choses qu'on fait ici qu'on devrait comprendre. Il y a des choses qui se passent ici qu'on devrait comprendre. Et que le CMA, ça va mettre des projecteurs sur ça. Ça fait que dans le courrier de la Nouvelle-Écosse, c'est un autre partenaire, j'écris régulièrement pour le courrier, on va faire une série de chroniques sur notre projet et sur des questions acadiennes qu'on va étudier. Euh, Très intéressé par la diversité culturelle, par les identités des gens, toutes ces questions-là autour de la diversité, comment ça va faire partie un peu du grand mix dans le CMA, que ce soit l'immigration, que ce soit les questions d'identité sexuelle, que ce soit d'autres façons d'autres aspects de la diversité. Ça, c'est un angle qu'on a. C'est vraiment un angle assez fort.
Mais je pense vraiment que ce CMA va être important. Et ça ne va pas juste être important à cause des activités que le Congrès organise. C'est important, c'est très important. Ça va aussi être important parce que ça va amener de l'énergie. Hein? Ça va vraiment amener de l'énergie. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça fait qu'on essaie de documenter ça. On va avoir des questionnaires, on va faire des entretiens avec le monde pour comprendre leur perspective. Ça fait que s'il y a du monde qui écoute, quand on va cogner à votre porte, on va vous envoyer un message pour dire peux-tu répondre à un questionnaire ou s'il vous plaît, si vous êtes à l'aise, participez parce qu'on veut vraiment essayer de comprendre comme, qu'est-ce que le CMA va amener, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va apporter. Ça fait que c'est ça que je voulais un peu expliquer. Puis, si quelqu'un veut savoir comme, c'est quoi ce projet-là? Je veux dire, j'aime ce que Clint explique, mais j'aimerais en savoir plus. J'ai déjà 2 semaines passées, j'ai écrit une chronique dans le courrier où on peut vraiment prendre le temps de lire un peu comment j'explique ce projet-là. Ça fait que, est-ce que ça répond un peu à ce que tu espérais de savoir sur notre projet de recherche? Oui, bien sûr, c'est tout à fait suivre de parler de ça, puis mon que c'était Ben oui, important. merci d'avoir appelé. Et puis, ouais. ça t'a le CMA, mon que c'était important au moins que tu mentionnes ça et tout ça. Ça fait Ben que oui. tous les refs et tout ça. Puis, mon que ça va faire une boom parce que dans 2004, ça fait un incroyable boom dans la région. Tout à fait. Ça fait une boom. Je ne sais pas si le CMA a fait un impact comme ça, une région acadienne comme nous autres, puis c'est sûr que ça fait, mais dans ma tête. Et si tu as vu comment ça fait un impact, tu sais, un Oui. impact, tu sais, ça. Ben, quelque part, ça ne peut pas faire autre, comme on dit, hein, parce qu'il va y avoir tellement de monde ici et d'activités que c'est sûr que ça va influencer le monde. Hein, Ouais. c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui vont mieux marcher, des choses qui vont moins bien marcher? Est-ce qu'il y a des aspects où on va se dire, on aurait dû penser à ça? C'est possible. Et c'est ça qu'on veut étudier aussi, hein, pour continuer à alimenter les réflexions sur qu'est-ce que le CMA peut faire pour l'Acadie en général. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment le fun de parler. Hein. Je veux dire, je sais qu'on a beaucoup d'intérêts en commun, puis on n'a pas beaucoup de chance de se parler. Ça fait qu'au moins, en faisant le podcast, on a eu à avoir une belle conversation jusqu'ici. Une incroyable conversation, Clint. Une incroyable conversation. Puis moi, je suis vraiment fier que tu as décidé de venir sur le podcast. Puis tous mes auditeurs et auditrices, c'est sûr qu'ils ont beaucoup appris. Puis ouais, ça fait que right on. Tu as tellement d'invités importants et intéressants que je peux dire que je commence peut-être à devenir comme célèbre maintenant. Peut-être commence à devenir famous grâce à cet entretien-là. Oui, ben c'est possiblement en vidéo, on a eu David Cheremy puis Barry Ansela. Je sais. C'est des gros noms de la Louisiane, tu sais. Absolument. Un grand respect pour les deux. Ça que, avec une petite plug tout le monde, ça que les deux là, faisaient pour la culture louisianaise, là, c'est remarquable. Tout à fait. Remarquable. Tout à fait. Ben, moi, j'aimerais, avant de nous quitter, j'aimerais vraiment t'encourager à continuer à faire l'Acadian. Comme j'ai dit, ça contribue beaucoup. On écoute, on entend des perspectives différentes. Moi, c'est souvent en faisant le manger que je vais écouter, que je vais comme c'est vrai, il avait parlé avec Nathalie, évidemment. Ou tu as eu beaucoup d'invités. Mais je sais que ça prend de ton temps, ça prend de ton énergie, il faut t'organiser, il faut trouver le moment. Ça fait que j'aimerais t'encourager. Si jamais tu te dis non, c'est fatigant, prends une petite pause. Mais si tu as la force, continue parce que c'est important. Quand c'est le fun, c'est ça. tu tiens à l'œil. Et puis, dernièrement, ça a été pas mal fou pour moi, l'horreur et tout ça. Mais moi, je me décourage pas. Je suis pas un type de gars qui me décourage. Excellent. Je suis le type de gars qui aime de dire I told you so. Et puis, oui. et puis Clint, l'un de ses vœux pour le congrès de 2029, je suis confiant, les médias vont se prendre plus au sérieux. Ils vont prendre ça plus au sérieux. So, je note ça. C'est ça l'affaire. Puis c'est pas condamner personne, c'est l'exercice de cette coquine-là. Oui. C'est juste ça. Oui. OK, ça fait que tout le monde, merci pour écouter. À la prochaine.